Nous allons aborder le chapitre 3 du cours avancé qui traite de la mécanique quantique dans le cadre de l'Université permanente de Nantes. Et ce chapitre fait suite notamment au chapitre 2b qui a présenté les propriétés des objets quantiques. Et donc, dans ce chapitre, nous allons rentrer un peu plus dans le détail de la façon dont on peut traiter la fonction d'onde et en extraire des informations pertinentes pour la physique de l'infiniment petit. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder la mécanique quantique, qui est un domaine assez abstrait. La façon la plus classique aurait été à ce niveau de commencer à calculer les fonctions d'onde par l'équation de Schrödinger. J'ai préféré aborder ceci de manière beaucoup plus pragmatique, à partir d'un exemple ultra simplifié, mais qui est déjà très pertinent et qui permet de démontrer beaucoup de propriétés qui sont utiles ensuite dans l'étude quantique de l'atome ou du noyau. Et c'est donc cette approche pragmatique que nous allons suivre dans les chapitres qui suivent. Alors, pour mémoire, les objets quantiques ont des caractéristiques fixes qui sont rappelées dans le bandeau rouge à droite, à savoir les constantes qui sont leur réponse aux différents champs de force gravitationnel, électromagnétisme, nucléaire, comme la masse, la charge, etc. Et puis des symétries internes comme le spin, qui est fondamental, comme on l'a déjà abordé dans le cours précédent. Et puis, tout ce qui est dynamique, tout ce qui évolue au cours du temps, c'est la fonction d'onde qui porte toute cette information sur l'objet quantique. La fonction d'onde qui est une fonction mathématique complexe, avec une partie réelle et une partie imaginaire, qui dépend de la position et qui dépend du temps. Alors, le cas très simple que nous allons étudier, qui va nous servir de cas un peu modèle pour aborder ces questions un peu compliquées, c'est ce qu'on appelle le puits de potentiel infini, c'est-à-dire on va étudier une particule confinée, ce qui est tout à fait pertinent en 2020, en mars 2020, c'est-à-dire qui est dans l'analogue d'un immense puits de profondeur quasiment, de hauteur quasiment infinie, et les murs sont très épais, de telle sorte que la particule ne peut pas s'évader, l'effet tunnel ne peut pas fonctionner, la particule ne peut pas sortir de ce puits par effet tunnel. Elle pourra avoir différentes valeurs d'énergie, mais on va étudier ce qu'on appelle les états stationnaires, ceux dont la probabilité de présence ne dépend pas du temps. J'y reviens tout de suite. En effet, toute la dynamique de cette particule dans son puits de potentiel infini va être déterminée par la fonction d'onde, donc psi de x, la position et du temps. X varie de 0 à L étant la largeur du puits. Nous sommes ici dans le cas d'un puits à une dimension. Et donc, comme ça a déjà été évoqué, le module au carré de cette fonction imaginaire, c'est-à-dire le produit de la fonction par son imaginaire conjugué, ou autrement dit, la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, va donner la probabilité de présence de la particule. En général, cette probabilité de présence va dépendre de x et du temps. Les états stationnaires sont ceux tels que la probabilité de présence ne dépend pas du temps, elle ne dépend que de la position. Alors dans ce cas, on peut démontrer, et Schrödinger le démontrera de manière plus rigoureuse plus loin, on peut démontrer que la fonction d'onde a une forme très particulière, qui est une fonction d'espace isolée, a de x ici, que multiplie une exponentielle avec un nombre imaginaire qui porte l'information sur l'énergie et le temps. Donc ça, c'est une fonction de type stationnaire. Si bien que lorsqu'on va calculer la probabilité de présence, en faisant le module au carré de ce psi, eh bien on trouvera que c'est égal à A2 de x. On peut oublier tous les facteurs complexes qui dépendent du temps. Et donc la probabilité de présence ne dépend pas du temps. Alors, on appellera cette fonction d'onde la fonction réduite, puisqu'elle décrit que la partie spatiale de la fonction d'onde. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, derrière, il y a la fonction d'onde totale avec le terme exponentiel qu'on a vu plus haut. Cependant, à chaque fois qu'on a besoin d'extraire des informations, notamment sur la vitesse et la position, cette fonction d'onde réduite nous suffira. Le fait que la particule ne puisse pas s'évader du puits, cela veut dire que sa fonction d'onde va s'annuler au bord pour x égale 0 et pour x égale grand L. Ce sont des conditions limites et ce sont elles qui vont déterminer les propriétés de la fonction d'onde, un petit peu comme les cordes vibrantes du violon sont déterminées par les deux points fixes
qui la maintiennent, et donc sa tension qui provoque les vibrations. Mais c'est une image. Alors, il y a beaucoup de fonctions qui sont compatibles avec de telles conditions limites, mais on va prendre celles qui sont assez naturelles, qui font penser d'ailleurs aux cordes vibrantes, et d'autre part qui sont déterminées par l'équation de Schrödinger. Donc la fonction d'onde réduite est une fonction qui dépend que du temps, que de la position, et d'un nombre entier petit n, et c'est une fonction trigonométrique, un sinus ici, avec n qui va de 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Alors, on voit bien que lorsque x égale 0, le sinus de 0, c'est 0, et on voit bien que quand x égale L, ça fait sinus n fois pi. Or, chacun sait, ou peut-être a oublié, mais devrait savoir que le sinus de n fois pi est toujours nul. Donc, an de x satisfait bien les conditions qu'on s'est déterminées. Et donc, un exemple, si je prends n égale 5, vous avez en bleu la partie fonction d'onde réduite, qui est ici, qui oscille, et la probabilité de présence, qui, elle, est observable. La fonction bleue n'est pas observable. La probabilité de présence est la courbe en orange, qui oscille, et qui détermine les endroits où la particule a plus de chances d'être. Vous voyez qu'elle passe par des zones où elle est assez probablement là, et d'autres où elle n'est jamais là. Alors, les endroits où la fonction d'onde s'annule, ça s'appelle les nœuds ici. Et en général, les nœuds, on élimine les extrémités qui sont des contraintes extérieures. On compte comme nœuds les nœuds internes ici, il y en a 4. Et le nombre de nœuds d'une fonction d'onde est très lié à l'énergie d'excitation. Plus il y a de nœuds, plus l'énergie de la particule correspondante est forte. Les fonctions d'onde sont donc décrites par des fonctions d'onde quantifiées. Je rappelle la fonction d'onde réduite qu'on a établie. Alors maintenant, il faut sortir de cette fonction d'onde les valeurs de la position, de la vitesse de la particule. On va s'occuper pour le moment que des valeurs moyennes, en disant si on fait un grand nombre d'expériences et qu'on note la position, où est-ce que c'est en moyenne la particule va être. Si on note la position, on fait beaucoup d'expériences pour noter la position de la particule, en moyenne, où va-t-elle être? Alors, on ne parlera pas de vitesse proprement dite, parce que, comme on l'a vu, la grandeur pertinente, c'est le produit de la masse par la vitesse. C'est donc la quantité de mouvement P égale mv. Mais elles sont liées les unes aux autres. Eh bien, quand on fait le calcul, on s'aperçoit que la valeur moyenne de x, c'est L sur 2, c'est-à-dire que tout se passe comme si, en moyenne, la particule était au centre de la boîte. Et la vitesse est nulle en moyenne parce que la particule passe autant de temps à avoir une vitesse orientée à droite que d'avoir une vitesse orientée à gauche. Donc en moyenne, ça fait 0. Donc tout ça, c'est pas très riche et on ne voit pas très bien où est la mécanique quantique là-dedans. Alors, la mécanique quantique va apparaître lorsqu'on va calculer non pas la valeur moyenne de x ou la valeur moyenne de p, mais la valeur moyenne de leur carré, qui sont valeur moyenne de x2, valeur moyenne de p2. Pourquoi? Parce que l'énergie de la particule dans la boîte, il n'y a pas d'énergie potentielle, elle est constante, c'est donc l'énergie cinétique qui est égale à 1 demi de mv2, comme on voit en première ou en terminale, mais ici, avec l'impulsion, avec le moment P, l'énergie cinétique, c'est 1,5 égale P2 sur 2m. Donc on calcule la valeur moyenne de P2, on divise par 2m, et puis on a la relation que l'on voit. L'énergie de la particule est une fonction de h, dont on va parler tout à l'heure, inversement proportionnelle à la masse et au carré de la boîte, de la largeur de la boîte, et dépend du nombre entier petit n. Ça veut dire que l'énergie possible pour la particule est quantifiée, elle ne peut prendre que des valeurs particulières d'énergie pour n égale 1, 2, 3 ou 4. H, c'est là que réside la mécanique quantique. H, c'est la constante de Planck, qui vaut cette grandeur, qui est très très faible. Mais comme dans beaucoup de calculs, elle intervient divisé par 2π, on introduit aussi h bar, qui est la constante réduite. Et donc ici, on a la constante réduite qui apparaît là. Donc, les niveaux d'énergie possibles pour la particule sont dessinés ici, n égale 1, 3, 4. Vous voyez que, comme ils dépendent de n2, ils sont de plus en plus espacés, et ça peut théoriquement aller à l'infini, parce que le puits est infini. Mais on voit aussi que l'énergie
de la particule lorsqu'elle est dans son niveau le plus bas n'est pas nulle. Et ça, c'est une grande propriété de la mécanique quantique, qui est aussi une caractéristique du vide. Le vide n'est pas le zéro absolu, il y a toujours des oscillations, des vibrations, des états quantiques qui ne peuvent pas être d'énergie nulle. Donc là, on est dans cette situation-là. Alors maintenant, je prends l'image du sondage. On connaît, quand on fait un sondage d'opinion sur ce que la France pense de M. Macron, on fait un sondage de 1000 personnes, on va trouver que, en moyenne, 32% des gens sont contents de son travail. Eh bien, ça, c'est une valeur moyenne. Si on faisait un sondage à côté autrement, et on en trouverait une valeur un peu différente, on ferait 10 sondages, on trouverait une autre valeur différente, mais toujours centrée autour de 32. Donc 32 peut être considéré comme une valeur moyenne. Mais la dispersion, c'est-à-dire l'écart autour de cette valeur moyenne, qu'on appelle l'écart type en statistique, qu'on appelle ici delta x pour la vitesse et delta p pour les moments, eh bien, ces fluctuations-là déterminent la façon dont les valeurs oscillent autour de cette valeur moyenne. Est-ce qu'elles sont très centrées sur la valeur moyenne, les deltas sont petits, ou très élargis, les deltas sont très grands. Pourquoi calcule-t-on ces valeurs-là? Parce qu'elles sont liées par la relation d'Eisenberg qui dit que delta x, delta p doit être toujours supérieur à h bas sur 2, qui est une caractéristique de la mécanique quantique aussi. Alors vous voyez que pour n égale 1, on a fait le calcul, on trouve que delta x, delta p est égal à 1,136 h bar sur 2, et donc bien supérieur à h sur 2, donc nos calculs n'est pas trop faux, puisqu'ils décrivent bien une particule qui satisfait les relations d'Eisenberg. Et puis vous verrez tout ça dans la vidéo à tête reposée. Donc l'énergie des particules est quantifiée, elle n'est jamais nulle. Le niveau fondamental n'a toujours une énergie résiduelle. Alors ce puits, est-ce que c'est un puits qu'on a vu qui était un petit peu caricatural? Il nous a servi à définir la notion de quantification. Des puits plus réalistes sont par exemple le puits parabolique, qui est une forme déjà beaucoup plus douce, et surtout beaucoup de courbes de potentiel peuvent être en première approximation reproduites par une parabole. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, on appelle ça l'oscillateur harmonique, les niveaux d'énergie sont équidistants, et puis le niveau fondamental, bien sûr, n'a pas d'énergie nulle, et h bar apparaît à la mécanique quantique, et puis oméga contient les caractéristiques de la masse de particules et de la courbure du puits. Un autre cas très important de puits, c'est le puits coulombien, c'est-à-dire que si on considère un électron qui tourne autour d'un noyau, le noyau étant positionné dans l'axe vertical rouge, en bleu, vous avez l'énergie potentielle que peut acquérir l'électron, l'énergie potentielle coulombienne qu'il peut acquérir en se rapprochant du proton. Vous voyez que c'est une courbe en 1 sur R. Je rappelle que c'est la force qui dépend de R2, le potentiel, l'énergie potentielle dépend, elle, donc en 1 sur R. Plus tard, on vous montrera le calcul et on montre qu'à ce moment-là, l'énergie du niveau d'énergie possible pour les électrons, il est de cette nature-là, et cette fois-ci, le nombre quantique n est en dénominateur, c'est 1 sur n2, ce qui traduit par le fait que plus on monte vers les énergies proches de zéro, plus les niveaux d'énergie sont proches les uns des autres, jusqu'à la limite où on peut les considérer comme formant une bande continue. Cette notion de bande d'énergie quasi-continue est importante puisqu'on l'utilisera dans la théorie des semi-conducteurs. Donc voilà, à partir du cas simple, deux cas beaucoup plus réalistes, mais qui partagent des caractéristiques identiques. Alors maintenant, il faut faire intervenir la mécanique quantique aussi, parce qu'on a défini ce qu'on appelle les états purs, une particule qui serait dans l'état 1, une particule qui serait dans le niveau 2, une particule dans le niveau 3. Pour simplifier et raisonner sur un cas très général, on note simplement la fonction d'onde à partir du nombre n qui la caractérise. Mais comme on a déjà parlé, et comme on le vérifiera avec l'équation de Schrödinger, les ondes de la mécanique quantique satisfont les règles de superposition. C'est-à-dire que si
vous avez une onde 1 qui est solution du problème, une onde 2 solution du problème. Toute combinaison de ces deux solutions sera aussi une situation possible pour la particule. Un exemple, psi, ici, la fonction d'onde d'un électron est pour part un état fondamental et pour part un état excité. Ça, c'est tout à fait possible d'un point de vue quantique. Il faut faire attention, cela ne veut pas dire que nous avons deux tiers que la particule passe deux tiers de son temps en 1 et deux tiers et un tiers de son temps en 2. N'oublions pas que la fonction d'onde totale fait intervenir certes la fonction spatiale AN de x qu'on a étudiée, mais fait intervenir aussi un facteur de phase qui n'est pas le même pour tout le monde puisqu'il dépend de l'énergie. Donc le facteur ici n'est pas le même pour 1 pour 2. Donc, et d'autre part, ce calcul-là, avec les nombres complexes, n'est pas observable. Ce qui est observable, c'est le modulo au carré de ceci. Donc le modulo au carré est une formulation plus compliquée qui donc fait intervenir des interférences entre les deux niveaux, qui n'est pas la simple addition des probabilités classiques. Donc ce principe de superposition conduit à des calculs et à des états mixtes dont la fonction d'onde peut avoir des formes un petit peu compliquées. Donc les particules peuvent occuper simultanément plusieurs états, principe de superposition. Alors à partir de ce puits très schématique et très caricatural, on va quand même pouvoir commencer à faire un peu de physique et on va essayer à partir de ça de montrer que dans la physique suivant les systèmes qu'on étudie, ce modèle caricatural va nous permettre quand même de classifier les grands domaines de la mécanique quantique. Alors d'abord, donc on va traiter ici, on appelle delta E, non pas le niveau d'énergie, mais l'écart entre le fondamental et le premier niveau excité, par exemple, ou de l'ordre de... Ça c'est une grandeur qui caractérise l'écart en moyenne entre les niveaux d'énergie. On remplace pi h bar 2 par des valeurs et on obtient cette formule-là, où il ne reste plus comme variable la masse et le carré de la largeur de la boîte. En unité joule, qui est l'unité standard d'énergie, mais c'est une énergie tellement énorme par rapport au domaine qu'on en étudie, on prendra de préférence l'énergie d'électron-volt, qui est beaucoup utilisée dans l'infiniment petit, c'est l'énergie d'un électron qui subit une différence de potentiel de 1 volt. Unité beaucoup plus petite et plus adaptée à la mécanique quantique. Alors en physique classique, vous prenez une boîte d'allumettes, vous corrigez la faute parce que c'est pas 10-2 kg, c'est 10-1 kg, et vous remplacez M et L par la largeur de la boîte d'allumettes, et vous obtenez que les niveaux d'énergie sont séparés par des grandeurs infiniment petites, donc on peut complètement considérer que à cette échelle-là, l'énergie prend toutes des valeurs continues, c'est ce qui explique que notre objet classique n'a pas de comportement quantique. Si maintenant on descend dans l'atome et on considère un électron dans un atome, on prend la masse de l'électron, on prend un diamètre typique d'un atome, qui est de cet ordre-là, on fait le calcul et on voit que cette fois-ci, les niveaux d'énergie sont séparés par une grandeur de 80 électronvolts par rapport aux 10 puissance moins 47 de la bille dans la boîte d'allumettes. Donc l'électronvolt est caractéristique des domaines d'énergie pour la physique atomique, et comme on le verra, c'est donc les énergies caractéristiques pour la chimie. Ensuite, si on descend d'un cran dans le noyau et on remplace la particule, sa masse, par celle du proton, la boîte sera définie par le diamètre moyen d'un noyau. Cette fois-ci, on tombe sur des niveaux d'énergie séparés par 33 MeV, le MeV étant 1 million d'électronvolts. Donc vous voyez qu'il y a 1 million d'ordres de grandeur dans les énergies en jeu dans la physique atomique ou la chimie et dans la physique nucléaire, ce qui explique en partie pourquoi l'énergie nucléaire est extraordinairement plus puissante que l'énergie chimique. Et enfin, la physique des particules, vous descendez d'un cran encore, vous êtes dans le proton. Alors c'est pas un quark dans un noyau, c'est un quark dans un proton, et la masse du quark, et puis vous calculez le rayon du proton. Tout ça c'est approximatif, c'est un ordre de grandeur, et vous obtenez des énergies qui sont 85 GeV, c'est-à-dire 80, le GeV étant de milliards d'électronvolts, donc vous voyez que nous sommes encore 1000 fois des énergies 1000 fois supérieures à celles de la physique nucléaire,
C'est ce qui explique qu'il faut des accélérateurs gigantesques comme le CERN pour pouvoir s'attaquer au problème de la physique des particules. Alors maintenant, que se passe-t-il si on a un puits de potentiel et on veut mettre plusieurs fermions dans ce puits de potentiel? Eh bien, le principe de Pauli va être là, qui va interdire que les particules occupent des états quantiques identiques. Alors, dans le puits, si on met des fermions, le seul degré de liberté, c'est le spin et son orientation. Donc, à chaque niveau d'énergie correspondent deux particules possibles, une avec un spin en haut et une un spin en bas. Donc, si on rajoute une troisième particule, il faudra qu'elle peuple automatiquement le niveau au-dessus, et ainsi de suite. Donc, empiler des fermions dans un puits de potentiel les oblige à occuper les niveaux d'énergie de plus en plus élevés, et donc atteindre des énergies de plus en plus fortes. C'est une image qu'on va utiliser pour les électrons dans l'atome. Avec la différence, c'est que le puits de potentiel qu'on étudiait était à une dimension, il dépendait que de x. Or, dans la nature, l'atome, il est dans un espace à trois dimensions. Hein, x, y, z, ou bien longitude, latitude, altitude. Donc à trois dimensions. Donc il faut combiner trois puits de potentiel à une dimension en un puits de potentiel à trois dimensions. Bon, le calcul peut se faire, je ne le ferai pas, simplement je donne le résultat. C'est que cette fois-ci, on a bien des niveaux d'énergie qui eux aussi correspondent à ce qu'on a vu, hein, qui dépendent de E, de H bar, et qui sont inversement proportionnels à N2. Sauf que le principe de Pauli, comme il y a trois dimensions, il y a beaucoup plus d'espace, de place disponible sur les orbites. Et donc, s'il n'y a que deux places dans l'orbite la plus basse, eh bien, plus on monte, plus il y a d'espace et de possibilités de mettre différentes particules. Je parle d'orbite parce que c'est celle qu'on utilise toujours. C'est l'image qu'on en avait des électrons autour du noyau à l'époque de Bohr, en 1910 ou 15, mais qui est complètement fausse, puisque, comme on va le voir d'ailleurs, les électrons ne tournent pas et leur fonction d'onde a une structure beaucoup plus tout à fait différente de celle qui est visible ici. Donc ça, c'est une image simple mais fausse. Alors, si on prend le cas de l'atome d'hydrogène, si on fait le calcul, on s'aperçoit que les différents niveaux d'énergie correspondent à des fonctions d'onde dont la partie spatiale est représentée ici, avec des codes de couleurs pour les parties positives, des parties ici où l'énergie, la valeur est plus basse. Et l'on voit que plus le système est excité, plus l'électron est dans un état excité, plus la fonction d'onde prend des structures de plus en plus complexes. En plus, on démontrerait que toutes ces fonctions d'onde sont orthogonales les unes aux autres, donc il y a des conditions très, très fortes pour que les états excités soient des structures très perturbées, très, très compliquées. Mais ça, c'est une projection sur un plan. Si vous faites une projection, une analyse dans l'espace, voilà l'allure, en gros, qu'aurait la fonction d'onde d'un électron autour d'un atome d'hydrogène dans un état très excité qui est celui-ci. Donc, il est remarquable que si vous faites la moyenne en position, vous voyez qu'en moyenne, dû à la symétrie, la valeur moyenne de x, y, z, elle est toujours au centre du noyau. Donc contrairement à des électrons qui tournent, ce sont des électrons qui occupent un volume d'espace centré sur le noyau, volume qui a une structure de plus en plus complexe. Alors ceci est à l'origine des propriétés des éléments chimiques. Si on prend la table de Mendeleïev telle qu'on la connaît actuellement et qu'on la construit en ajoutant des électrons sur les couches, les différentes couches, les électrons suivant les places disponibles, et bien sûr en augmentant la charge du noyau pour équilibrer les charges. Donc le noyau le plus simple, c'est à gauche l'hydrogène, à l'extrême droite l'hélium, là il y a 2 électrons, et là, lithium, il y a 3, beryllium 4, ainsi de suite. Donc, plus vous augmentez, plus le nombre d'électrons augmente, et donc plus les orbites sont occupées à des niveaux de plus en plus hauts. Mais ce qui est important, c'est le nombre d'électrons dans les couches qui sont les plus extérieures, ce qu'on appelle la couche de valence. En vert, ce sont ici les atomes qui ont un électron dans la couche extérieure.
Ici, en vert clair, ceux qui en ont deux. À l'extrême droite, ce sont ceux qui ont des couches complètes, c'est-à-dire qu'ils ont tous les électrons possibles dans leurs couches. C'est ce qu'on verra, on verra que ce sont les gaz rares. Ici, en violet, les éléments auxquels il en manque un. En rouge et puis en jaune, ceux auxquels il en manque deux. Ensuite, N, ceux comme l'azote, c'est ceux qui en manquent trois. Et puis, enfin, on termine avec, je terminerai ici avec le carbone, auquel il en manque 4. Ce qui est intéressant, c'est que le carbone est au milieu. Il peut soit aller vers là en prenant 4 électrons, soit en allant vers là et en perdant 4. C'est ce qui fait la richesse du carbone et donc le fait que ce soit l'atome de base pour la constitution des molécules compliquées de la vie. Alors, le postulat de beaucoup de réactions chimiques, c'est que les atomes ont une stabilité maximum lorsque leurs couches électroniques sont complètes. C'est le cas de la couche ici des gaz rares, qui ont donc la caractéristique des gaz inertes du point de vue chimique. Ils sont très difficiles à exciter et à faire intervenir dans des réactions chimiques. Par contre, ceux qui sont à côté, à droite, auxquels il manque un électron, chercheront à les compléter en en capturant un. Ceux à côté chercheront à en capturer deux, etc. Et de l'autre côté, vous aurez ceux qui sont plus donneurs d'électrons, un pour la couche verte et deux pour la couche vert clair. Donc vous voyez tout de suite que les réactions chimiques vont consister à mettre les donneurs et les accepteurs en face l'un de l'autre, de telle sorte que tout le monde y retrouve son compte. C'est comme ça que, par exemple, l'eau, vous avez l'hydrogène qui est donneur d'un électron, l'oxygène qui en veut deux, donc on mettra deux hydrogènes avec l'oxygène, qui chacun donc aura ses couches complètes, ce qui fera H2O, la molécule d'eau. Le carbone, qui lui va donner 4 de ces électrons, il va partir vers la gauche pour en donner 2 à chacun des oxygènes, ce qui va faire le CO2, le gaz carbonique. On pourrait donc ici exposer un grand nombre de propriétés des réactions chimiques suite à ça. Donc, vous regarderez la petite animation qui est à gauche. Ici, vous avez un texte un peu plus compliqué complet. En mettant en pause notre vidéo, vous pourrez la lire. Eh bien, elle a de nombreux qui expliquent en détail ce que je viens d'expliquer. En résumé, les propriétés chimiques des éléments sont dominées par la constitution de la dernière couche disponible pour les électrons, suivant que cette couche est très incomplète, complète ou quasi incomplète. Donc les règles d'occupation des niveaux d'énergie des électrons dans les atomes sont à l'origine des propriétés chimiques. Alors, deuxième aspect important de cette connaissance que nous avons des particules, donc des fermions souvent, dans des puits de potentiel, c'est que qu'est-ce qui se passe lorsque une particule change de niveau d'énergie? Alors, comme il y a toujours un grand principe de conservation de l'énergie, eh bien, si un photon arrive avec une énergie qui est exactement égale à la différence entre l'énergie du niveau 4 et l'énergie du niveau 1, eh bien, l'électron va absorber le photon et va donc venir dans l'état excité n égale 4. C'est ce qu'on appelle l'absorption électromagnétique, l'absorption des photons pour exciter les atomes. Inversement, une fois qu'il est là-haut, il peut très bien se désexciter vers l'état fondamental s'il y a de la place, s'il n'y a pas d'autres particules, et il va réémettre un photon qui est exactement à l'énergie du photon qui a servi pour l'exciter. Donc, absorption, émission spontanée de photons entre deux niveaux d'énergie sont deux phénomènes tout à fait symétriques l'un de l'autre. Alors, ces mécanismes-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, doivent vérifier les lois de conservation. Il faut que l'énergie soit conservée. Il faut que l'impulsion soit conservée parce que quand un atome va émettre, par exemple, un photon, il va y avoir un phénomène de recul puisque l'impulsion doit être conservée. Analogue au recul de la carabine, quand vous tirez une balle, vous avez un petit choc dans l'épaule qui est le recul de la carabine et qui est simplement l'expression de la conservation du moment de la balle et de la carabine. Et bien là, c'est pareil. Il y a des phénomènes de recul, et ce recul emporte un petit peu d'énergie. C'est pour ça que je mets que H nu est égal E2 moins E1 approximativement, parce que dans le bilan d'énergie très précis, il faut tenir compte de
des fluctuations, de l'impulsion, etc. Et puis, il y a toutes les lois de conservation, comme le spin. Il faut que les états disponibles correspondent, par exemple, avec le spin qu'il faut. On va aller un peu plus loin dans cette réflexion-là, pour comprendre l'interaction entre le rayonnement et l'atome, en faisant introduire les relations d'Eisenberg, notamment pour le temps et l'énergie. Donc la relation d'Eisenberg indique que l'incertitude ou la fluctuation sous le temps fois la fluctuation sur l'énergie doit être supérieure à une borne petite, mais quand même non négligeable. Alors, dans ce cas-là, il est évident que si on regarde le niveau le plus bas, n égale 1, fondamental, il ne peut pas se désexciter, donc il reste là, s'il n'est pas excité. Donc sa durée de vie est infinie, et donc son énergie peut être nulle pour avoir satisfait cette relation-là. Donc en général, les niveaux fondamentaux ont une énergie parfaitement déterminée et ont une durée de vie infinie, sauf que dans les noyaux réels, quelquefois, ce niveau fondamental, par radioactivité, peut donner lieu à d'autres noyaux, donc c'est un autre phénomène. Mais là, on est dans la considération où la particule ne peut pas sortir du puits. Et puis par contre, les états excités, eux, une fois qu'ils sont excités, ils se désexcitent de manière spontanée, on verra qu'il y a d'autres cas, vers les états plus bas, d'énergie plus basse, et avec des places disponibles. Donc, le fait qu'ils ont une durée de vie limitée font qu'il y a une incertitude sur leur énergie. Ils ont ce qu'on appelle une largeur, une certaine largeur. Alors, le petit texte ici vous dit que cette largeur-là, elle est très faible par rapport à de l'ordre de 10 puissance moins 7 électronvolts pour des niveaux d'énergie qui sont de l'ordre de l'électronvolt. Mais elles sont importantes. Donc, quand on regardera toutes les transitions possibles entre les niveaux d'énergie, eh bien, il faudra tenir compte des transitions interdites, parce que par exemple, les règles de spin ne sont pas vérifiées, ou le moment angulaire n'est pas cohérent, etc. Et les transitions permises, mais dont la probabilité dépend de la largeur de l'énergie et de la structure des fonctions de niveau. C'est l'illustration un peu mathématique de ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Alors si on prend maintenant le cas de l'hydrogène, si on prend ou ce qu'on appelle les atomes hydrogénoïdes, si on prend les électrons autour d'un noyau, eh bien, si on prend le cas de l'hydrogène en particulier, les excitations des niveaux excités vers le fondamental nécessitent beaucoup d'énergie, soit on émette ou soit on absorbe beaucoup d'énergie. Donc on est là dans le domaine de la lumière, dans l'ultraviolet qui n'est pas visible mais qui est très intense. Les transitions vers niveau 2 sont plutôt d'énergie plus faible et correspondent à la lumière du visible, et les autres transitions sont plutôt dans l'infrarouge qui n'est pas visible. Donc si l'on prend un élément atomique et que l'on excite par exemple en envoyant un arc électrique ou tout autre système que l'on verra tout à l'heure, on va exciter les électrons de cet élément-là, et ils vont se désexciter en émettant des rayons lumineux. Mais comme les niveaux sont quantifiés, les fréquences lumineuses émises ont des valeurs bien particulières. Ça, c'est l'exemple pour l'hydrogène. En dessous, vous avez l'exemple de l'hélium. Là, vous avez l'exemple du mercure, les fameuses lampes au mercure de l'éclairage de ville, dans lesquelles on mettait des vapeurs d'un oxyde de mercure excité par des arcs électriques. Et puis là, vous avez l'uranium. Donc vous voyez que ces émissions lumineuses des atomes sont des espèces de codes barres, un petit peu analogues à ce que vous avez au supermarché, des codes barres qui sont des signatures uniques des différents éléments chimiques. Et c'est ça qui est utilisé notamment en cosmologie pour l'étude de la composition des étoiles et des galaxies par analyse de la lumière et des raies qui la composent, en tenant compte du fait que, dû à la relativité, il y a un effet Doppler qui fait que ces raies, tout en regardant leur structure, peuvent être décalées vers la gauche ou vers la droite en fonction du fait que l'étoile ou la galaxie s'éloigne ou se rapproche de nous. Ça, c'est le phénomène d'émission par rapport à des raies bien spécifiques. Mais il y a le processus inverse d'absorption. Si vous avez un nuage froid d'hydrogène dans l'espace,
et que derrière vous avez des étoiles qui envoient de la lumière à travers ce nuage d'hydrogène. Dans le spectre d'énergie de l'étoile, qui peut être très continu, qui peut avoir beaucoup de fréquences, eh bien, lorsqu'il y a des fréquences qui correspondent exactement au niveau d'énergie de l'hydrogène, eh bien, les photons correspondants vont être absorbés pour exciter le nuage d'hydrogène. Donc le spectre de l'étoile apparaîtra en inverse, non plus en termes de raies, mais en termes de bandes sombres dans le spectre qui correspondent à tous les photons qui ont été absorbés pour exciter la- la- le nuage froid d'hydrogène, par exemple. Donc, il y a une symétrie parfaite entre le spectre d'émission et le spectre d'absorption. Alors, comment fait-on pour exciter les électrons dans les atomes et obtenir de la lumière, notamment visible? Eh bien, il y a la chaleur, qui est la bonne vieille lampe à incandescence dont je parlerai tout à l'heure, qui justement, elle, n'utilise pas les propriétés dont je viens parler, qui ne sont pas des émissions par des excitations sur des niveaux d'énergie discrets. Il y a les décharges électriques. Les vieilles enseignes au néon étaient des tubes de néon dans lesquels on mettait donc du gaz néon et dans lequel on faisait circuler des décharges électriques et qui produisaient des couleurs spécifiques du néon. On a plus récemment utilisé les transitions électroniques dans les semi-conducteurs pour créer les LED, des lampes, je ne sais plus l'acronyme, et qui elles aussi émettent des, dans des fréquences bien particulières. Et il a fallu beaucoup de travail et de mélange, de travail pour que, en mélangeant différentes fréquences, on obtienne des LED qui éclairent avec un spectre plus proche que possible de la lumière naturelle du Soleil. Et puis, il y a soit des phénomènes biologiques, soit des phénomènes chimiques, qu'on appelle luminescence, qui font que des réactions chimiques peuvent émettre de la lumière. C'est le cas des réactions dans l'abdomen des lucioles ou des réactions chimiques luminescentes. Alors, les sources autres de rayonnement électromagnétique, ben, c'est d'une part ce que l'on a vu pour les atomes, ça existe aussi dans les noyaux des atomes. Et donc, comme on est dans des situations d'énergie plus grandes, ce sont des rayons gamma extraordinairement intenses qui sont utilisés pour, notamment, par exemple, la radiothérapie du cancer. Et puis, ce dont je parlais tout à l'heure, ceux qui ont suivi le cours débutant savent que tout corps chaud émet un spectre de longueur d'onde continue, non plus en vrai, mais de continu, et dont le maximum est centré en fonction de la température. Plus le corps est chaud, plus il va émettre vers les lumières visibles, comme le soleil. À notre échelle à nous, notre corps humain émet à 300 degrés Kelvin, émet beaucoup dans l'infrarouge, qui est utilisé dans les détecteurs de présence dans les maisons. Mais ça, c'est un processus d'émission qui est continu et qui est spécifique et différent de l'émission par ray que l'on a vu tout à l'heure. Voilà une autre illustration des vibrations des molécules suite à la chaleur et qui sont à l'origine des émissions des corps chauds. Bon, vous regarderez le site du CEA qui vous explique en détail le principe du scanner, qui est basé sur ce rayonnement électromagnétique. Et puis, une application importante de ces transitions dans les atomes, des électrons des atomes, est la mesure du temps, qui a été une problématique de l'humanité pendant très longtemps, surtout pour des considérations de navigation d'abord maritime, puisqu'il fallait des horloges qui gardent le temps pendant plusieurs mois pour calculer la longitude. Donc, le système de Huygens, qui a déjà été une innovation importante, consiste à avoir un pendule, et un pendule qui a sa période bien constante, sauf qu'il tend, lui, à s'amortir et à s'arrêter. Donc il faut l'entretenir. Donc la roue dentée est là pour lui fournir le petit kit d'énergie pour éviter qu'il ne s'arrête. Mais en même temps, la rotation de la roue est conditionnée par l'oscillation du pendule, ce qui fait qu'on peut utiliser cette rotation-là du pendule pour mesurer le temps.
Donc on a un cas typique d'asservissement, c'est-à-dire que la rotation de la roue dentée est asservie à l'oscillation du pendule. Eh bien, on étend ce système au système atomique, dans lequel on prend un oscillateur qui est cette fois-ci un cristal de quartz, ou tout autre système cristallin qui a des valeurs bien spécifiques, qui peut osciller, mais comme un peu comme le pendule, peut avoir des oscillations qui peuvent varier au cours du temps. Donc pour les maintenir constantes, eh bien, on va les asservir avec un processus atomique qui est la transition entre les niveaux E2 et fondamental E1 de l'atome de césium. Et cet asservissement va faire que l'oscillateur va garder la même fréquence pendant très longtemps. La précision qu'on obtient, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 16, qui correspond à une seconde depuis le début de l'univers. Voilà la dérive de temps que l'on peut estimer. Sachez que ces précisions-là sont utilisées actuellement dans les GPS, dans les satellites, etc. et sont d'une précision extrême. Alors, cette stabilité extrême est utilisée puisque désormais, l'unité de temps, la seconde, n'est plus calquée sur un battement ou un pendule ou quelque chose. La seconde est la durée de 9 milliards 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à ce que j'ai dit dans les niveaux fondamentaux du césium. Donc, l'horloge atomique, avec ces transitions, est d'une telle stabilité que c'est elle qui sert d'étalon pour le temps. Alors, la lumière dont on parle actuellement, c'est ce qu'on appelle une émission incohérente. Tous les électrons qui se désexcitent envoient leurs photons de manière aléatoire, chacun à son rythme. De plus, vous savez peut-être que la lumière est polarisée, elle a un plan de polarisation. Chaque photon va émettre un plan de polarisation différent. Ensuite, ce qui donne ce qu'on appelle une lumière incohérente, qui est par nature très dispersive. Le laser a été inventé il y a une trentaine d'années, ou peut-être 40, peut-être déjà, va permettre de faire une émission de photons telle que tous les photons qui sont dans le faisceau du laser sont des clones les uns des autres. Donc on va avoir exactement les mêmes caractéristiques et on va voir que ceci va permettre d'avoir une lumière parfaitement cohérente. Donc, pour ce faire, on va inventer un système qui va faire que les photons vont être émis en ayant les mêmes caractéristiques. Ça s'appelle l'émission stimulée, qui avait déjà été anticipée par Einstein. À chaque fois, Einstein se trouve quelque part au début de l'initiative. Alors, l'émission stimulée part du principe que si vous avez une particule, un électron qui est au niveau excité E2, et que s'il se désexcite, il va émettre un photon d'énergie donnée H nu, ça c'est l'énergie du photon. Si avant qu'il se désexcite, on envoie un photon incident à la bonne fréquence, eh bien ça va provoquer immédiatement la désexcitation de l'électron, et si bien qu'au résultat, qui va donc émettre un photon H nu, et au bilan, on aura donc deux photons qui vont être émis en coïncidence, mais qui vont être des clones les uns des autres, même fréquence, même plan de polarisation, etc. Donc si on prend ces deux clones et qu'on le réinjecte au départ, eh bien, on aura en sortie 4 photons clones les uns des autres. On continue, 16, 60, enfin ça monte très très vite, ça devient exponentiel. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'émission stimulée, qui va générer des photons ayant exactement les mêmes caractéristiques, qui sont des clones les uns des autres. Alors, pour faire un laser, il faut un pompage optique, c'est-à-dire un système qui va envoyer les électrons sur des niveaux excités. Ensuite, une émission stimulée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des photons qui arrivent, qui aient exactement la bonne fréquence pour provoquer la transition et récupérer en sortie le double de photons avec les mêmes caractéristiques. On les coince par des miroirs réfléchissants qui vont les réinjecter et qui donc, par amplification successive, vont augmenter le nombre de photons. Et puis, ce miroir étant semi-transparent, on peut extraire une partie de ce faisceau pour obtenir le faisceau laser qu'on utilise. Vous regarderez la vidéo ici qui permet de visualiser un petit peu ce phénomène de laser qui comporte donc le pompage, l'émission et l'amplification des transitions électromagnétiques dans les atomes.
Alors, cette lumière est parfaitement cohérente, elle a un seul plan de polarisation. On verrait plus loin, mais c'est un peu plus compliqué, que les photons ont une cohérence aussi en termes de fréquence. On a parlé des fluctuations sous les niveaux d'énergie, on a parlé de petites fluctuations. Il se trouve que les photons qui sont émis, ces fluctuations sont réduites au minimum par un facteur qui est égal à C sur delta nu, qui est très petit. Donc on a des fréquences temporelles extrêmement bien calées l'une sur une autre. Et puis on verrait aussi que faire intervenir la dimension spatiale, ceux qui font des traitements du signal savent que seules les ondes monochromatiques sont une extension infinie. Si on fait de la collimatation, eh bien, on définit des paquets qui peuvent avoir une petite dispersion spatiale. Donc tout ceci demanderait tout un travail pour expliquer que le laser est donc un processus qui permet d'émettre des photons de même polarisation, de même cohérence, et parfaitement en cohérence du point de vue temporel et spatial. Et ça, ce sont des propriétés qui sont utilisées. Pourquoi? Parce que les photons étant des bosons, on va voir que ces propriétés sont intéressantes. Alors, les lasers ont été étudiés par exemple et sont toujours utilisés pour la lecture des CD, DVD ou Blu-ray. Et toute la technologie a consisté d'une part à partant des lumières au départ qui étaient plutôt du rouge, du rubis, vers le bleu, de fréquences plus petites, de Blu-ray. Donc, comme la fréquence est plus grande, pardon, de longueur d'onde plus petite, permettrait de lire et d'écrire de manière plus fine sur les disques. Le fait que quand un laser éclaire la Lune et qu'il rencontre un réflecteur déposé par les astronautes américains, la lumière est réfléchie vers l'observatoire. Or, comme tous ces photons émis et retrouvés et réfléchis sont des clones les uns des autres, eh bien, euh, on peut faire des mesures d'interférence entre ceux qui arrivent et ceux qui partent. Et ça permet de déterminer la distance Terre-Lune avec une précision de 25 cm sur les 384 402 km. Ça correspond à, si vous divisez, à 1 ou 2 cm sur le périmètre de la Terre. Donc les lasers, maintenant vous en trouvez dans le supermarché, des petits lasers qui permettent donc de mesurer la distance entre deux murs, ou si vous voulez calculer la volume de votre chambre ou la quantité de papier peint qu'il faut poser. Donc la mesure de distance est une application de la cohérence entre l'onde laser émise et celle qui revient, qui réfléchit. Ensuite, le fait que les bosons sont grégaires, contrairement aux fermions, ils adorent être ensemble, on peut donc mettre énormément de bosons dans le même état quantique sans problème. Alors si je prends un pointeur laser de 5 milliwatts que j'utilise en cours, ça fait 5 puissance 18 photons par seconde. Ça veut dire quoi ça? Il faut savoir que dans 1 litre d'air, vous avez environ 10 puissance 22 molécules. Donc vous voyez, c'est un nombre énorme. Un laser de découpe industrielle, c'est 5 kilowatts. Et là, vous êtes plutôt à 5 10 puissance 24 photons par seconde sur une cible d'un millimètre carré. Et je ne parle pas des très gros lasers de puissance, utilisés notamment en accélérateur de particules ou bien dans les applications militaires, où là la densité de photons est absolument énorme. Cette capacité à condenser, à focaliser les photons, utilise le fait que ce sont des bosons qui peuvent occuper le même état quantique. Voilà, nous avons terminé. Ce chapitre, en partant d'un exemple ultra simplifié que le puits de potentiel infini, a permis d'illustrer un certain nombre de propriétés quantiques que sont la quantification des niveaux d'énergie, les propriétés d'occupation des niveaux d'énergie en tenant compte du principe de Pauli, qui est à la base d'un certain nombre de phénomènes en chimie et dans les phénomènes d'émission lumineuse de lumière cohérente ou incohérente, cohérente comme les lasers ou incohérente comme les lampes à incandescence. Le prochain chapitre sera plus classique puisque au lieu de prendre, on va partir plutôt de l'équation de Schrödinger, qui est une des équations de base, pour calculer la fonction d'onde dans des situations les plus variées. Bon courage.